Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Le gouvernement fédéral déploie actuellement une nouvelle stratégie en matière de sécurité Internet. Elle vise à protéger les renseignements personnels numériques des Canadiens et des PME. Il s'agira d'un investissement de 507 millions de dollars sur 5 ans. Cet argent servira à la création d'un centre canadien pour la cybersécurité et la mise sur pied de l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité. Il y aura aussi un programme de certification en cybersécurité pour les petites entreprises et des ressources supplémentaires pour aider la GRC à combattre les crimes qui se déroulent sur Internet. Il s'agit en fait d'une mise à jour de la stratégie sur la cybersécurité adoptée en 2010. Certains détracteurs dénoncent déjà la grande pénurie canadienne d'experts en sécurité numérique et l'absence d'investissement financier dans l'élaboration de nouveaux outils de protection. Au Canada, les entreprises ont consacré 14 milliards de dollars à la cybersécurité en 2017. La même année, plus d'une entreprise sur 5 a fait le fruit d'une cyberattaque, selon Statistique Canada. Cela pourrait même être plus, car il s'agit de crimes rapportés. Tous ne le sont pas. Sans compter que les criminels semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les agents chargés de les rattraper. Plus près de nous, le petit organisme sans but lucratif Crypto-Québec a publié récemment un ouvrage « On vous voit, comment déjouer les malveillants sur Internet » aux éditions Trécarré. Il s'agit d'un livre de réflexion très pratique. Il fait le point sur les dangers d'Internet, nous cible des sources malveillantes et nos comportements à risque. Cela nous a donné l'idée à Je vote pour la science de passer en mode solution et de vous donner quelques astuces pour améliorer votre sécurité sur Internet. Alors restez là. Pour parler avec nous d'Internet et de sécurité, et de manière très concrète pour vous donner quelques outils pour que vous sentiez en sécurité, je suis en compagnie de Hector Bustillo, chargé de cours à Polytechnique pour le programme de cybersécurité et professeur au Cégep Édouard-Montpetit en cybersécurité. Monsieur Bustillo, bonjour. Bonjour. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans des projets d'envergure reliés à la cybersécurité, donc on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et vous avez agi comme chef de projet, architecte et conseiller principal en cybersécurité aussi, je pense. Absolument. Donc bonjour. On a aussi la chance d'avoir le chroniqueur techno Pascal Forger. On t'écoute à l'émission Planète Techno sur la chaîne ici Explora, je pense. Oui. Et ici, aujourd'hui, ici. Ici. Il y a aussi mon excellent site, je me permets de faire de l'autopromotion, pascalforgette.com. Je suis content d'être ici. Donc bonjour à tous les deux. Dans les journaux, nous lisons beaucoup de choses sur l'espionnage et le vol de données. Connaissons-nous suffisamment bien les dessous d'Internet et les dangers qui nous entourent? Tout ce qui est connecté peut être piraté. Je pense que c'est la façon de résumer, que ce soit un jouet qu'on achète pour son enfant qui se connecte à Internet, que ce soit son téléphone cellulaire, tout ce qui est connecté au grand réseau d'Internet, tout ce qui a un programme informatique dedans peut être facilement attaqué, peut être facilement modifié et utilisé contre nous pour utiliser nos données, pour nous voler de l'argent, pour nous envoyer des courriels malicieux. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça quand on intègre la technologie dans sa vie. La technologie est arrivée super rapidement. On a accepté ça, mais on s'est pas rendu compte que, il y a peut-être des petites menaces qui peuvent nous prendre comment on dit ça, au tournant. Effectivement, c'est un bon point aussi. Et parfois, on oublie que nos cellulaires, de plus en plus, on les utilise pour se connecter à notre bureau, par exemple, pour ouvrir la télévision. Donc, on communique, comme Pascal le mentionne, effectivement. Donc, il y a une interaction qui est faite et cette communication, parfois, peut devenir ce maillon faible. Donc, on sécurise pas trop, comme on a l'habitude de mettre en place certains contrôles au niveau de nos ordinateurs, nos portables, etc. Oui. Puis il suffit d'un maillon faible pour que tout le réseau tombe. C'est comme on peut mettre un bon verrou à sa porte, on peut mettre un bon verrou dans sa fenêtre, mais si la cheminée est encore ouverte, les pirates peuvent passer par là. C'est une drôle d'analogie, mais les gens se rendent pas compte que je vais mettre un antivirus sur mon ordinateur, mais je ferai pas attention à ce que je fais avec mon téléphone. Oups, on peut se retrouver attaqué. Effectivement, tout à fait. Monsieur Bustillo, quelles sont les principales menaces?
En fait, on s'aperçoit également que, étant donné qu'Internet est accessible de partout dans le monde aussi, souvent, par exemple, on a vu des cas où l'attaque qui est générée, elle n'est pas visible. On utilise des outils qui ne sont pas visibles. On appelle parfois le dark web, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile à se camoufler. De plus en plus, qu'on voit aussi, par exemple, toute la partie lucrative qui génère des montants d'argent, la crypto-monnaie, par exemple, utiliser des ordinateurs à l'insu d'un individu et pour faire, à ce moment-là, pour générer une attaque et éventuellement se traduire par de l'argent au bout du compte. Une autre tendance qu'on note aussi, c'est toute cette collecte de données aussi, ce qu'on appelle le big data. Donc, beaucoup d'applications s'installent à l'insu de l'utilisateur et collectent à ce moment-là des données, et tout ça dans le but de revendre potentiellement dans un contexte de marketing, par exemple, ou de vente, ou de revendre peut-être suivant l'intérêt de l'utilisateur. Donc, c'est des choses qu'on voit. Donc, dans les écoles, dans les universités, les étudiants sont de plus sensibilisés à cet aspect-là, aussi cet aspect monétaire. Donc, il y a des choses qui sont pas visibles. Ça prend des outils, des mécanismes de détection, etc. Donc, pour vous avez travaillé avec les entreprises pour absolument. Les aider un petit peu à se protéger. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est les mêmes menaces pour les entreprises que pour les individus, que vous et moi? C'est pas à la même échelle. On se ramène à l'objectif initial qui était souvent un coût monétaire. Il y a beaucoup plus d'intérêt à viser une entreprise dont ceci pourrait se traduire par, à ce moment-là, une collecte d'argent substantiel. Alors qu'au niveau individu, disons, même si les mêmes attaques sensiblement existent, ils sont plutôt piégés par d'autres choses, comme par exemple des attaques par hameçonnage, phishing qu'on appelle. Et soit dit en passant, cette cyberattaque qu'on appelle hameçonnage, qui était v'là quelques années lancée de manière comme ça, donc à monsieur et madame tout le monde, de plus en plus, ces cyberattaques sont ciblées. Donc, on cible. On les appelle maintenant les attaques de type harponnage. Donc, ça veut dire que c'est plus tout le monde. On prend le temps de s'informer d'abord sur l'individu et par la suite structurer notre attaque et par la suite la mener. En fonction des informations, peut-être qu'on laisse un petit peu trop... En fonction des informations collectées, tout à fait. L'exemple d'harponnage, j'ai entendu quelques personnes me mentionner ça. Ils reçoivent un courriel qui disent, par exemple, « Isabelle, voici ton mot de passe de ton compte de courriel. » Et c'est ton vrai mot de passe de ton compte de courriel. Et si tu ne me donnes pas 200$, je vais révéler tes secrets. Et là, les gens reçoivent ça, ils sont super malheureux parce qu'ils disent, c'est mon vrai nom, c'est ma vraie adresse de courriel et c'est mon vrai mot de passe. Et ça, les gens sont terrorisés, ils savent pas trop quoi faire. C'est de l'hameçonnage. Il faut changer son mot de passe rapidement pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens sont désemparés par rapport à ça et se demandent comment ça se fait que le pirate sait mon courriel et mon mot de passe? C'est qu'il y a des fuites. Les compagnies, parfois, se font attaquer. On récupère les adresses, les mots de passe de milliers d'utilisateurs et c'est ensuite facile d'envoyer un courriel à tous ces gens-là en leur disant, voici, j'ai votre courriel, j'ai votre nom d'utilisateur et j'ai votre mot de passe et de faire peur aux gens et de récolter de l'argent aux gens qui vont réagir à ça en imaginant que c'est une véritable menace. Qui sont ces malveillants d'Internet, concrètement? De mauvaises personnes. Mais plus concrètement que ça. Non, je blague. C'est que je pense que c'est de plus en plus, c'est ça, des États-nations. Ça peut être des pays qui ont des forces de cyber attaques. Ça, c'est peut-être plus pour des grandes échelles. Ça peut être aussi des réseaux criminels. Les gens pensent que c'est des petits rigolos dans leur sous-sol, mais c'est vraiment parfois des groupes organisés qui récupèrent l'information, qui revendent l'information. C'est sur le dark web, justement. On peut acheter des numéros de carte de crédit, on peut acheter des adresses de courriel, des mots de passe de compte. Et ce qui est
fou de ces affaires-là, c'est que si les gens réutilisent les mots de passe, si les gens réutilisent leur adresse, on peut attaquer un compte bancaire avec l'information qu'on prend d'un compte de courriel. On peut envoyer des faux courriels à partir d'un compte de... Donc, les menaces sont multiples et c'est difficile en seulement une vingtaine de minutes de tout expliquer l'ampleur de ce que réutiliser un mot de passe, le problème que peut causer la réutilisation d'un mot de passe qui va faire s'effondrer toute notre notre vie cybernétique, toute notre vie informatique. Oui, et pour rajouter à ce que Pascal mentionne, effectivement, parfois, donc ça peut être l'employé qui est mécontent et qui a des droits administratifs. Ça peut être une erreur carrément. Donc, on efface un fichier important, critique, alors qu'il n'y avait pas les bonnes permissions d'assigner, donc les bons privilèges. Donc, effectivement, ça peut être de l'espionnage, parfois aussi, vol de propriété intellectuelle. Donc, il y a toutes sortes à ce moment-là, donc, de gens derrière. Mal intentionnés. Qui peuvent être mal intentionnés dans bien des cas. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Soyons pratico-pratiques. Les premières choses à faire pour se protéger mieux. Allons peut-être d'abord du côté des aides techno, des applications. Est-ce qu'il y a des aides techniques pour des bons outils pour se protéger? Très bonne question. Je peux commencer avec mes grands conseils de base. Ne pas réutiliser les mots de passe. Très, très, très important. Si vous utilisez toujours le même mot de passe pour votre compte de courriel, votre compte bancaire, votre compte de Facebook, vous vous exposez. Il suffit qu'il y ait une fuite à quelque part et tous vos comptes peuvent être piratés très rapidement, très facilement. L'autre truc que j'aime beaucoup donner, qui est controversé, M. Boussillot, vous me direz si j'ai tort, mais c'est de mettre à jour ces appareils, de faire attention. Tout se met à jour, ces caméras connectées, ces ordinateurs, ces téléphones. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je fais pas mes mises à jour parce que ça va ralentir mon appareil ou ça cause des problèmes. » Et pourtant, c'est comme un vaccin. C'est pas parce que le vaccin n'a pas marché la dernière fois, ou c'est pas parce que vous avez jamais eu la grippe qu'il faut arrêter de se vacciner. Parce que la prochaine menace va peut-être... et les mises à jour sont là pour régler les problèmes et augmenter votre sécurité. Il y a eu récemment une fuite, un problème de sécurité avec les téléphones Apple. On pouvait appeler quelqu'un et écouter la conversation avant que la personne réponde. Si on faisait pas la mise à jour, la mise à jour est sortie dans la semaine qui suit, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, je vais attendre ». Quelqu'un pouvait vous appeler, écouter la conversation sans qu'on réponde au téléphone, ce qui est quand même énorme comme faille. Et le troisième conseil que je donne, c'est de rester vigilant. Parce que souvent, il y a toujours des nouvelles menaces et ça change beaucoup. Je me souviens de dire aux gens, par exemple, méfiez-vous si vous recevez un courriel qui dit de Desjardins, qui vous dit « Hey, entrez ici, votre compte est verrouillé, entrez ici votre mot de passe, donnez-nous vos coordonnées. » Et là, la personne me parle, « Ah oui, moi j'ai reçu un courriel, mais c'était pas Desjardins, c'est correct, c'était la Banque nationale. » Non, mais c'était le même... Donc, les menaces vont évoluer. Si c'est Desjardins une semaine, ça va être Banque nationale la semaine suivante, ça va être Air Canada la semaine suivante. On va vous inviter à donner votre mot de passe et votre numéro d'identification à des pirates. Et donc, de rester vigilant aux nouvelles façons de faire et de garder en tête les techniques utilisées par les malfaiteurs plutôt que la technique spécifique. Donc, le fait d'envoyer un courriel malicieux, de demander tes coordonnées, si on reçoit ça, c'est pas normal. Oui, Monsieur Boussillot, donc peut-être ajouter un point là-dessus au niveau des mots de passe. Donc oui, c'est important effectivement de changer des mots de passe régulièrement, mais aussi définir des mots de passe qu'on appelle complexes, c'est-à-dire des combinaisons de lettres minuscules, majuscules, de caractères spéciaux, autant que possible d'une longueur 7, 8 et plus de caractères. Donc ça rend plus complexe à ce moment-là donc la découverte de l'attaque. Et autre chose aussi, donc un antivirus. L'antivirus va détecter à ce moment-là s'il y a un dépôt de fichiers malicieux. Donc, un antivirus à jour, il en existe plusieurs. Donc, même sur les cellulaires, j'ai appris. Même sur les cellulaires, effectivement, tout à fait. Moi, j'en ai un sur mon réseau domestique maintenant. C'est la nouvelle tendance. Oui. Les nouveaux routeurs domestiques ont un pare-feu intégré et un antivirus. Donc, les fichiers
qui vont transiter par ce routeur-là vont être filtrés avant même qu'ils touchent votre appareil, et peu importe l'appareil, ils vont aussi détecter les connexions malicieuses. Par exemple, si votre caméra de surveillance de votre bébé se met à se connecter en Chine à 2 heures du matin, oups, il y a peut-être quelque chose qui est anormal. Absolument, tout à fait. Donc, c'est ça, un bon antivirus, comme on a dit. Puis, les mises à jour, effectivement, de l'ordinateur, mais aussi des applications qu'on pourrait avoir. Oui. On a parfois, mettons, exemple, Acrobat Reader. On utilise Word parfois. Mais, même si on a fait une mise à jour de notre ordinateur et qu'on a omis de faire des mises à jour au niveau applicatif, au niveau logiciel, ça peut représenter une menace, une faiblesse au niveau de notre... Puis peut-être aussi, en guise de bonne pratique, lorsqu'on navigue dans Internet, s'assurer toujours donc on se ramène encore une fois à la vigilance, être vigilant, s'assurer d'avoir le petit cadenas sur le côté gauche qui spécifie à ce moment-là donc un échange sécuritaire, et aussi toujours prendre l'habitude de voir l'adresse courriel, l'adresse du URL qu'on appelle, du site en question. Effectivement, tout à fait. Si on est dans le site de la banque, s'assurer qu'à ce moment-là, que les premiers noms, le premier nom, c'est vraiment associé à celui de notre banque. Parce que parfois, il y a des cyberattaques qui simulent à ce moment-là la même page web, mais c'est hébergé dans un autre, dans des serveurs d'un cyberattaquant, par exemple. Comment on peut vérifier qu'un site Internet est sécuritaire et que c'est bien le bon site? Tout à fait. Il existe des références, des sources où ce qu'on peut valider, il valide un peu donc l'historique de ce site, s'il est douteux, s'il y a déjà eu des tentatives de cyberattaque. Par exemple, un exemple, ça serait virustotal.com. Virustotal.com détient plusieurs bases de données, de signatures qui permettent de valider à ce moment-là si un site peut être illégitime, douteux, ou même, on pourrait même, si vous recevez un fichier, un document, et vous n'êtes pas sûr si vous devez l'ouvrir ou non, Virus Total vous permet de le déposer et de valider à ce moment-là, donc s'il est légitime. Ou pas. Il y a aussi peut-être un point faible quand on pense à Internet. Il y a tous les virus, les machines, etc. Mais il y a l'humain, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale et la vulnérabilité de l'être humain. C'est d'ailleurs, ça fait l'objet d'un chapitre dans le livre de Crypto Québec dont vous parlez. On apprend que certains traits de personnalité peuvent nous rendre plus fragiles aux attaques, aux hameçonnages, aux harponnages, tout comme les ISO, les informations en source ouverte qui nous circulent comme information sur nous, finalement. Donc, le talon d'Achille serait l'être humain. Oui. Pascal? Je suis tout à fait d'accord parce que c'est souvent dans les grandes entreprises de recevoir un courriel qui est personnalisé. On parle, je sais pas si vous avez entendu parler M. Boussillot, de l'intelligence artificielle utilisée pour attaquer les gens. C'est que on peut écrire un courriel qui ressemble à un courriel qui est envoyé par votre patron. Par exemple, vous recevez un courriel à 2 heures du matin et je suis en vacances. Peux-tu, s'il te plaît, virer 25 000 $ à telle entreprise, ou peux-tu, la personne qui est en charge de la comptabilité reçoit ça, est un peu mal réveillée, se demande qu'est-ce qui se passe. Le patron m'écrit, ça semble bien, le courriel est bien écrit, il n'y a pas de faute. Je fais le virement et on se rend compte que c'était pas le patron du tout qui a envoyé le message. Et donc, d'utiliser les humains, c'est beaucoup plus simple dans certains cas que de contourner l'antivirus de l'entreprise, de passer par le pare-feu, d'infiltrer l'entreprise. Simplement d'envoyer un courriel, on peut se faire envoyer de l'argent. Le concept des fausses factures, c'est aussi on envoie une facture à la comptabilité pour des services qui n'ont jamais été rendus. Mais si la facture, donc, l'humain va envoyer, la personne va sans trop vérifier, puisque c'est une facture d'un montant raisonnable, ça correspond avec des travaux qui ont été effectués dans l'entreprise, boum, on envoie une facture, et voilà, une belle fraude vient d'être effectuée. Donc l'être humain, là, il faut vraiment former tous les employés, et ça vaut pour les gens de la comptabilité, mais ça vaut aussi pour le personnel d'entretien. Si des documents sont jetés sans être déchiquetés avec des mots de passe dessus, ça peut être des disquettes, des CD, des choses qui peuvent être des vieux disques durs. C'est jeté dans la corbeille, quelqu'un le ramasse, et voilà, on peut avoir accès à des secrets d'entreprise. Et s'en sert, hein.
La Caisse des Jardins a annoncé qu'elle investira 1,25 million de dollars sur 5 ans au sein d'un partenariat dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle avec Polytechnique Montréal. La course perpétuelle contre ces cyberattaques bénéficiera sans doute des progrès informatiques et de l'intelligence artificielle. Un créneau d'avenir. Il y a d'ailleurs plus d'étudiants que jamais, Monsieur Bustillo. Oui, tout à fait, effectivement. Il y a des besoins grandissants au sein des entreprises et pour l'instant, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à combler tous ces postes-là, donc de spécialistes en cybersécurité. Graduellement, on voit nos classes s'élargir, on voit que il y a de plus en plus d'intérêt, mais effectivement, ça demeure quand même un constat que de voir il y a encore des besoins grandissants et qu'on n'arrive pas à tout combler. Oui, c'est quoi le profil d'un spécialiste ou d'un stratège en cybersécurité? Son profil, la cybersécurité, à l'intérieur même de cette spécialité, il y a différentes sous-spécialités, si on peut dire. Il y a celui, par exemple, qui va faire les tests d'intrusion. Donc, il vérifie, valide s'il n'y a pas des vulnérabilités, par exemple. Il y a l'autre qui va plutôt s'occuper de manière globale de l'aspect cybersécurité. Est-ce qu'il n'y a pas des failles au niveau du routeur, au niveau donc de tout ce qui est échangé en termes de transmission? Il y a l'autre au niveau gouvernance qui s'assure des bonnes pratiques, des bonnes mesures, des bonnes stratégies. Il y a la détection d'intrusion, surveillance, etc. Donc, le profil en cybersécurité, de plus en plus, on tente de faire des sous-spécialistes, donc des spécialistes donc à l'intérieur même donc de la branche de cybersécurité. Mais c'est un métier d'avenir. Définitivement, étant donné les besoins et aussi, faut pas oublier une chose aussi, c'est que c'est un domaine très évolutif aussi. Il évolue donc les nouvelles techniques, les nouvelles manières on parlait tantôt d'intelligence artificielle, même en termes de détection de cyberattaques, il y a beaucoup de projets de recherche et développement au niveau intelligence artificielle. Donc maintenant, on veut plus que ce soit quelqu'un qui soit derrière son écran, son moniteur, pour qu'il puisse superviser. On veut davantage automatiser tout cela. On veut que la machine puisse apprendre d'elle-même du comportement humain à l'intérieur d'une entreprise et par le fait même, par la suite, mettre en place des mesures et des contrôles pour à ce moment-là, donc réduire ce risque. Oui, parce qu'on l'a vu, la faille, c'est souvent l'humain. Donc, souvent, effectivement. C'est ça, s'il y a des meilleurs gens en cybersécurité, de la même manière qu'il y a des bons militaires, des bons pompiers, des bons policiers, il faut que l'humain, la personne, l'individu reste responsable de sa sécurité, soit vigilant. Il faut pas laisser tout au département de l'informatique. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient qu'ils ont un petit rôle à jouer pour signaler les trucs qui sont suspects, pour être à l'affût de menaces, pour justement rapporter aux spécialistes en sécurité qu'il y a quelque chose de pas correct. Le fameux courriel qu'on reçoit qui est un peu douteux, ça vaut la peine de contacter le département de l'informatique, mais des fois, on n'a pas de département d'informatique en tant qu'individu. C'est là que le bon jugement va prendre le dessus. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on vous mettra des liens de toute façon pour les antivirus, pour les petits conseils pratiques sur notre page. N'hésitez pas à la regarder. Donc, on était en compagnie du chroniqueur techno Pascal Forger et de Hector Bustillo, chargé de cours à Polytechnique. Comme on a vu à Polytechnique, il développe maintenant des projets. Donc, renseignez-vous si il y a peut-être un métier qui vous attend, un métier d'avenir. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Au Québec, les troubles musculo-squelettiques touchent chaque année des milliers de travailleurs dans tous les secteurs d'activité. En plus des jours perdus, des impacts directs et indirects surviennent à plusieurs niveaux tant chez les individus qu'auprès des entreprises. Ces blessures peuvent être prévenues en mettant en place des stratégies proactives et intégrées aux opérations. Je m'appelle Christian Pinsonneau, je suis ergonome certifié chez Entrac, spécialiste en ergonomie au travail. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les 3 actions stratégiques que nous observons dans les entreprises performantes et qui leur permettent de diminuer les blessures musculo-squelettiques dans le milieu industriel ou manufacturier. Action stratégique numéro 1. Gérer les risques de nature ergonomique. La stratégie est simple, mais elle est souvent négligée. Plus l'exposition au risque est faible, moins il y a possibilité de se blesser.
Pour les opérations existantes, il s'agit donc d'établir un plan structuré pour identifier et évaluer objectivement les risques ergonomiques présents aux différents postes pour ensuite mettre en place un plan d'action pour les éliminer ou les diminuer. Pour tous les projets d'amélioration continue, de réaménagement ou lors de l'achat d'équipements ou d'outils, il s'agit d'intégrer des critères objectifs basés sur des repères ergonomiques reconnus et en tenant compte du travail réel effectué dans le futur. Les entreprises performantes ont un plan structuré pour évaluer objectivement et réduire les risques. Action stratégique numéro 2. Former les employés à tous les niveaux. Pour gérer efficacement les risques ergonomiques, il est important que les rôles et les responsabilités face à l'ergonomie soient clairement définis à tous les niveaux de l'organisation et que les gens soient formés en conformité à ceux-ci. Pour les employés de production, la formation et le coaching sur les méthodes de travail sécuritaires s'avèrent une stratégie de choix. Cette formation doit être axée sur des principes ergonomiques et elle doit comporter une partie pratique adaptée à la réalité de leur travail. Des suivis doivent également être prévus pour assurer le transfert des apprentissages dans l'action. Pour les gestionnaires de production, la formation doit leur permettre d'assurer un suivi efficace auprès de la formation des travailleurs et des déclarations d'inconfort ou de douleur. Ils doivent également être impliqués activement dans les plans de réduction des risques. Pour les ingénieurs, les chargés de projet ou les responsables des achats, les connaissances acquises doivent leur permettre de tenir compte de la réalité du travail, mais également de faire les bons choix en fonction de repères de conception précis et de valeurs de référence objectives basées sur les meilleures pratiques. Action stratégique numéro 3. Agir rapidement en cas d'inconfort de douleur. En général, avant qu'une blessure ne soit diagnostiquée, des inconforts puis des douleurs peuvent apparaître. L'entreprise et les gestionnaires qui sont attentifs à l'apparition d'inconforts ou de douleurs chez les employés possèdent une longueur d'avance pour prévenir les arrêts de travail. En étant à l'affût et informés, les entreprises peuvent prendre action par des moyens concrets tels que des ajustements et des adaptations de poste, des entraînements à la tâche ou des formations sur le savoir-faire de prudence. Les entreprises performantes encouragent les travailleurs à déclarer des inconforts pour être en mesure de mettre en place des actions correctives rapidement. En conclusion, pour diminuer les blessures dans le milieu industriel et manufacturier, nous remarquons que les entreprises performantes gèrent efficacement les risques ergonomiques. En plus d'établir des plans d'action efficaces pour gérer les risques actuels et futurs, en fonction de repères objectifs, ces entreprises mettent l'accent sur la formation à tous les niveaux, de l'organisation en fonction de rôles et de responsabilités bien définis. Ces actions rapportent de nombreux bénéfices pour les organisations et créent un impact positif et mobilisant pour les travailleurs. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission, restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine et vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Allez, je vous redonne le lien, sciencepresse.qc.ca. Et bien sûr, toujours, si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de